Bonjour, moi c'est Marie-Josée Lessard, je suis conseillère d'orientation ici au Centre de réadaptation Lucie Bruno depuis déjà 24 ans. Le programme de réadaptation au travail, c'est un programme où il y a différents services. On peut avoir des services individuels, puis on peut avoir des services de groupe. Moi, en tant que conseillère d'orientation, j'offre la possibilité de suivre des groupes que j'appelle le regard vers l'avenir professionnel, où on commence à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se présenter à moi si je choisissais un retour sur le marché du travail, tant au niveau, je dirais, d'activité occupationnelle que de l'emploi rémunéré. On peut avoir des services en orientation professionnelle en individuel, où là, on fait vraiment un processus d'orientation, de regarder qu'est-ce qui nous intéresse, quelles sont nos capacités, quelles sont nos limites, c'est quoi mon bagage expérientiel que j'ai, est-ce que je peux le reprendre, ce bagage-là, pour le mettre ailleurs, ou si je suis obligée de retourner aux études ou retourner faire des apprentissages sur le marché du travail. On essaie de voir là, à travers toutes les connaissances de la personne, qu'est-ce qu'il y aurait le goût de faire, puis on essaie de décortiquer le plus possible pour voir c'est quoi qui va être la solution, l'idéal pour cette personne-là, parce qu'il y a un contexte médical, des fois, qui fait en sorte que c'est pas toujours évident de retourner sur le marché du travail. Au programme de réadaptation au travail, on a aussi des services en ergothérapie. Ça, c'est quand on a, en ergothérapie, excusez, on a des services avec des liens d'emploi, mais souvent, les clients, les usagers qui ont eu un traumatisme crânien vont plutôt passer par le programme TCC de l'IRGLM actuellement. Ils vont venir nous rencontrer une fois qu'il n'y a pas de lien d'emploi comme tel. Puis là, on essaie de voir d'identifier d'autres sources de valorisation personnelle qui vont les amener à s'activer dans la société pour finalement, peut-être, on a besoin des ergothérapeutes. Nous, quand on va les rencontrer pour voir qu'est-ce qu'ils ont identifié, on va utiliser les ergothérapeutes pour voir s'ils sont en mesure de le faire. Nous, on fait juste regarder l'aspect, je dirais, personnel, valorisation, valeur, attitude en général, mais on veut utiliser beaucoup les services de tous les intervenants, des neuropsys, des ergothérapeutes, des psychologues aussi. On va travailler en collaboration avec eux autres pour être sûr que la personne, le choix qu'elle va faire, elle ait le plus d'informations possible pour avoir justement un choix éclairé par rapport à son avenir. Bonjour, je m'appelle Julie Mercier, je suis neuropsychologue ici au Centre de réadaptation Lethbridge Leighton Mackay, le site Constance Lethbridge. Je suis neuropsychologue ici depuis 5 ans au programme des traumatismes crânio-cérébraux. Par contre, j'ai œuvré auprès de personnes avec des traumatismes crânio-cérébraux dans le passé depuis à peu près 10 ans. D'abord, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne avec un TCC modéré ou sévère va pouvoir retourner au travail ou pas? Les gens, le TCC modéré sévère, c'est mis comme dans une catégorie ou 2 catégories si on veut, mais dans le fond, il y a beaucoup d'hétérogénéité, il y a beaucoup de variations d'une personne à l'autre. Donc, ce qui va déterminer si une personne va être capable ou non de retourner au travail, ça va dépendre, premièrement, un peu de la nature exacte de ses blessures à elle, spécifiques à elle. Donc, la localisation des blessures au cerveau, mais aussi la magnitude ou l'étendue des dommages. Bon, alors, ce qui va varier aussi d'une personne à l'autre, ça va être comment ils étaient avant leur TCC, dans le fond, puis ça, les gens vont varier beaucoup, mais il va y avoir des différences au niveau de leur fonctionnement intellectuel avant leur accident, leur TCC. Il va y avoir des gens qui vont avoir dans le passé qui avaient
déjà des défis au niveau de la santé psychologique, par exemple des problèmes d'anxiété ou de dépression, ou d'autres troubles de santé mentale qui peuvent venir complexiter la récupération après un TCC modéré ou sévère. Il peut y avoir des problèmes d'ordre plus médical, physique aussi qui étaient existants avant ou après. Puis l'âge va aussi avoir un aspect déterminant. Mais après ça, quand est-ce qu'on va savoir qu'une personne est prête ou si elle a le potentiel de retourner au travail, ça va varier d'une personne à l'autre. Mais des indices qu'on va avoir, par exemple, c'est est-ce que la personne a été à date à un moment, le moment où on la voit, est-ce qu'elle est capable de reprendre ses activités significatives, avec ou sans accommodement. Bonjour, moi je m'appelle Sylvie, je suis la mère d'Étienne. Je veux juste mentionner qu'il a été très très courageux tout le temps de sa réadaptation. Ça a été beaucoup plus difficile quand il a été intégré sur le marché du travail, parce que l'adaptation vis-à-vis des gens qui n'avaient pas eu d'accident, tout ça, la vitesse, ça a été plus difficile, mais beaucoup de courage. Étienne a travaillé beaucoup malgré son traumatisme crânien du 40 heures semaine et plus. Et puis, c'est parce que c'était un choix qu'il faisait. Et puis, c'était difficile pour lui quand même. Alors, moi, je trouve que le fait d'avoir réduit ses heures maintenant, puis d'habiter avec nous, bien, ça fait l'affaire à tout le monde, puis c'est bien. Je me présente, je m'appelle Laurent. J'ai eu un trauma crânien en juillet 2013, donc ça fait presque 2 ans. Non, ça fait 2 ans, 10 ans. Ça fait 10 ans, en fait. Bonne question. J'aimerais dire que non. D'habitude, je le mentionne à mon boss direct. Parce que rapidement, si je le mentionne pas, j'ai l'impression que j'arrive pas à faire ce que les autres font. Quand je dis les autres, je ne pas un trauma. Donc j'essaie de pas le mentionner. Puis quand je commence à avoir des problèmes, je vais voir mon boss puis je lui dis il faut que je t'explique quelque chose. Je t'avais pas dit, voilà la situation. Et j'essaie d'en parler au moins de gens possible. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je pense que j'ai peur d'être que ça ait un impact finalement, que les gens le prennent en compte dans mon emploi. Et j'aurais peur que ça me bloque dans des opportunités, des choses comme ça. Peut-être que je paranoïe un peu, mais j'ai l'impression de ne pas être le seul à faire ça dans les traumatismes crâniens. Et pour l'instant, ça marche. Dans le fond, je vais le cacher jusqu'à ce que je sois obligé d'en parler. Et ensuite, j'en parle au moins de gens possible. On a une situation handicap, tous ceux qui ont un trauma crânien, mais ça veut dire qu'on ne peut pas y arriver. Il faut s'adapter, mais il faut aussi que l'employeur s'adapte. Si le jour où on révèle cette information, on donne cette information à l'employeur doit s'adapter. Et du feedback que j'ai eu de mes anciens boss, c'est qu'une fois qu'ils l'ont su, ils se sont adaptés. Donc, par exemple, un de mes boss me disait, ou un de mes boss, mon supérieur direct dans un de mes emplois m'a dit, quand j'ai quitté l'emploi, c'est bien que tu me l'aies dit parce que ensuite je connaissais tes lacunes. Donc, par exemple, lui me posait des questions, il répétait. Une fois qu'il me demandait quelque chose, s'il voyait que je ne l'avais pas fait, ben, il me redemandait, juste attendre que je le fasse. Et des fois, il faut que je fasse un truc maintenant, sinon je ne vais jamais le faire. Donc je pense que l'employeur peut s'adapter. Donc finalement, on a tous notre place dans le milieu du travail. Bonjour, je m'appelle Dr Emmanuelle Séca. Je suis graduée de la dentisterie en 2004 à l'Université de Montréal. Au niveau professionnel, j'ai fait mon deuil. Là, ce que je fais, je gestionne ma clinique dentaire. J'ai quand même 15 employés.
Donc, le gestionnement, ça me permet aussi de rester dans mon domaine, puis de continuer. J'ai quand même 25 années d'expérience dans le domaine, alors on va les utiliser. Oui, bonjour. Moi, c'est Étienne Piché. Je suis un traumatiste crânien qui date de 1995. Ben là, c'est ça. Si on parle, mettons, plus au niveau, quand j'ai longtemps travaillé temps plein et de nuit, c'est sûr que le sommeil et les journées de congé aussi, hein. Ça, mettons, je travaillais beaucoup. Des fois, parfois, quand il y avait du surtemps, moi, je prenais tout, on pouvait y payer en temps. Fait que moi, c'est sûr que toutes les journées de congé, je pouvais récolter. Je prenais plus de congés pour pouvoir pallier. Et même qu'en dernier, comme l'année passée, j'étais temps plein et je voulais m'en aller temps partiel. L'employeur m'a il a pallié, admettons, le temps que je devienne temps partiel, étant donné que je travaillais 2-3 jours semaine, mais j'avais, admettons, je pouvais avoir 2 jours de mes vacances payées, alors que je travaillais 2-3 jours, avant que je devienne officiellement temps partiel. Fait, c'est plus à ce niveau-là, le facteur fatigue, endurance et concentration. Parfois, les piles étaient... Je sentais que j'avais besoin un sommeil, du repos supplémentaire. Voilà. C'est plus à ce niveau-là. Je pense que c'est l'un des sujets, la fatigabilité. Je suis souvent, quand je suis fatigué, c'est beaucoup plus difficile de me concentrer. Me concentrer de manière intense pendant une longue période, ça va être plus difficile. Ça va me drainer plus d'énergie. Des fois, je me surprends quand j'étais en Angleterre, je quittais l'usine, puis j'allais dans le parking, dans ma voiture, pour dormir 20 minutes. J'allais dormir 20 minutes en plein milieu de la journée, au lunch, pendant que les autres mangent, j'allais dormir. Je l'ai fait dans mon emploi actuel. À un moment donné, je suis parti sur l'heure du lunch, je vais dormir 20 minutes parce que j'y arrive pas. Je peux prendre du café, mais ça va étendre la période où je suis éveillé, mais pas ma concentration. Donc ça, c'est un des défis que j'ai. Le nombre d'heures à mettre, le défi, c'est sûr. Concentration, fatigue, tout revient à ça. C'est la fatigabilité. Moi, ce que j'observe, les gens me nomment plus souvent. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire, cette job-là, parce que j'ai pas l'énergie pour le faire comme le temps plein. Puis c'est là l'enjeu aussi, c'est, étant donné que je n'ai pas l'énergie pour faire le temps plein, bien, ça me prend quand même une source de revenus en quelque part. Fait que si je vais travailler et que je me fais couper le revenu de l'autre côté, la personne, il faut vraiment qu'elle prenne le temps de réfléchir à ça. C'est quoi qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est la valorisation ou je peux aller chercher cette valorisation autrement, comme par exemple faire du bénévolat? Pour faire un bon choix, il faut que la personne ait le temps d'analyser. Parce que si elle va trop vite, souvent il y a des oublis, puis on va vers des situations où on les amène vers des échecs. Fait que si la personne elle prend le temps de s'arrêter puis de dire OK, puis c'est ce que je dis souvent à mes clients, là, on ne fera pas ça en 2-3 rencontres, puis je ne prends pas ma liste puis dire OK, c'est correct, regarde, toi, tu es comme ça, fait que tu as tel diagnostic, donc tu es capable de faire tel type d'emploi. Non, c'est vraiment différent à chacune des personnes, fait qu'on va prendre le temps. C'est la plus grande recommandation que je donne aux personnes. Si tu te donnes le temps de bien analyser, d'aller sur le marché, d'aller vérifier sur le terrain, d'aller voir si tu penses qu'il y a des adaptations. Des fois, nous, on pense, mais
toi, si tu y vas, tu as peut-être une idée, tu es peut-être capable, si tu te connais bien. Bien, bonjour, je m'appelle Lina Blanchet. Je suis une Québécoise de 57 ans. C'est sûr que maintenant je suis habituée, alors j'ai ma petite routine. Si ma routine change, ça crée une difficulté. Mais ma fille le sait, alors on travaille avec ces petits moments-là, assez comment les gérer, disons. Et moi aussi. Je parle moins quand je travaille avec elle, je parle pas beaucoup, je suis concentrée, sinon j'oublie où j'étais rendue ou des choses comme ça. Mais ça va quand même assez bien. Je pense pas que tout le monde peut retourner ou ça prend un employeur quand même qui est acceptant, qui est tolérant. Mais dans mon cas, ça va quand même assez bien. Mon nom est Valérie Blanchette, je suis propriétaire et styliste canine du salon de toilettage Beau-Cabot. Pour les différences, j'ai toujours gardé en tête, par exemple, la taille de l'animal. Je m'assure que l'animal soit calme ou petit. Pour respecter Lina là-dedans, on a toujours adapté nos journées en fonction de ses habiletés à elle. Par exemple, seulement un gros chien par jour, ou s'assurer que les tâches soient vraiment répétitives et claires, le moins de surprises possible. Par exemple, quand nous avons une bonne combinaison de races de chiens un après l'autre qui va bien au courant de la journée, bien, on essaie de répéter ça et on respecte énormément le nombre de chiens dans la journée quand les notes arrivent. De commencer en douceur avec une bonne évaluation des capacités de la personne, assurer que la routine est claire, précise, et ensuite aller ajouter les tâches selon les capacités là, de la personne, parce que ça va se développer. Plus que c'est clair, plus que c'est en douceur, plus que c'est une nouvelle tâche à la fois d'introduire, ça va beaucoup mieux que de donner trop de tâches en même temps.